Bien. Messieurs, dames, bonsoir à tous et à toutes. La parole est à Monsieur Tépaz, directeur général des services pour l'appel nominal. Madame Aude Lagarde. Présente. Monsieur Anthony Mangin va arriver. Madame Georges-Marie Hérault. Monsieur Jean-Luc Millard. Madame Arella El Sodi va arriver. Monsieur Françoise Angrilli, pardon. Madame Muriel Lagneau. Monsieur Hamid Chavani arrivé. Madame Odette Mendes. Monsieur Domenico Bartuccio. Madame Rabea Soltani. Madame Martine Bouvelot a donné procuration à Monsieur Dacheville. Monsieur Yassine Mahmoudi. Madame Marjova Kokoza a donné procuration à Monsieur Bartuccio. Monsieur Mohamed Kemlich a donné procuration à Madame Faouzi. Madame Clémentine Makandila Lebo. Monsieur Gilles Solière a donné procuration à Madame Soltani. Madame Louisa Benzimra a donné procuration à Monsieur Chavarok. Monsieur Max Camus. Monsieur Michel Sebag. Monsieur Jacques Chalère. Monsieur Alain Nandan. Monsieur Romain Dachiville. Madame Jacqueline Boutor s'est excusée à donner procuration à Madame Lagarde. Madame Myriam Mabir. Monsieur Hassan Raoui. Monsieur Jean-Jacques Benita a donné procuration à Madame Almanza. Madame Jemila Megraoui a donné procuration à Monsieur Millard. Madame Denise Perrin a donné procuration à Monsieur Lastapi. Madame Anan Faouzi. Monsieur Michel Lastapi. Madame Vera Guerrero a donné procuration à Monsieur Mahmoudi. Madame Louisa Pillman a donné procuration à Monsieur Mangin. Madame Jessica Azegag. Monsieur Johar Ali Fateh Ali a donné procuration à Madame Lagneau. Madame Marina Nikodijevich a donné procuration à Madame Elsodi. Monsieur Grégory Chavarok. Monsieur Henri Michel. Madame Jessica Palacios a donné procuration à Madame Hierro. Monsieur Tom Zemiti a donné procuration à Monsieur Chabani. Madame Patricia Almanza. Monsieur Thierry Spiciani. Monsieur Lotfi Ben Yedder a donné procuration à Monsieur Beloucha, Monsieur Rachid Beloucha, Madame Karine Picard-Niles, Monsieur Patrick Chini a donné procuration à Madame Niles, Madame Berivan Sipil, Madame Noëlla Desnoil, Monsieur Hassan Chiban. Bien. Le quorum est atteint, la séance est ouverte. En vertu de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales est proposée comme secrétaire de séance Madame Rabea Soltani. Je soumets cette proposition au vote. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2023. Avez-vous des observations? Monsieur Beloucha? Oh là. Pardon, c'est bon. Merci, bonsoir. Merci Madame le maire, bonsoir. Oui, j'aurais souhaité une rectification matérielle concernant l'orthographe de mon nom sur l'ensemble de mes interventions. S'il vous plaît. Donc je souhaiterais que ce soit consigné au procès-verbal d'aujourd'hui. D'accord? Mon nom a mal été orthographié, donc si vous pouviez faire la correction, c'est que de la forme, hein. Il n'y a pas de souci. Madame Picard-Niles? Bonsoir Madame le maire, bonsoir Mesdames et Messieurs les élus. Une petite question concernant le procès verbal, puisque nous avions posé une question orale à ce moment-là, donc au dernier conseil municipal, le 30 novembre, concernant l'insécurité ou des problèmes de sécurité sur le quartier Paris-Campagne. Vous nous aviez assuré que vous étiez très encline à recevoir donc les habitants. Les habitants ont eu une date de rendez-vous avec vous. Elle a été annulée la veille, donc c'était mercredi, elle a été annulée mardi.
tous n'ont pas été prévenus, malheureusement. Donc il y en a qui se sont déplacés pour rien. Donc je crois qu'il y a eu 2 dates qui ont été reproposées. Je voudrais savoir pourquoi 2 dates, une en décembre, le 18, je crois bien, et une le 22 janvier, pour ces mêmes habitants, apparemment en 2 groupes. Et est-ce que à chaque fois, sur ces 2 groupes, il y aura bien Madame la Commissaire, puisque l'intérêt c'était d'avoir Madame la Commissaire et Monsieur le chef de la police municipale en même temps avec vous, afin de pouvoir cadrer tous les soucis qui peuvent intervenir sur ce quartier. Je vous remercie de votre réponse. Bien, écoutez, d'abord, Monsieur Beloucha, veuillez nous excuser pour cette offense. Ce sera évidemment rectifié. Nous prenons... Non, vous avez dit... Vous avez utilisé le mot d'offense. Allons, allons. Donc, j'ai dit, veuillez nous excuser d'avoir mal orthographié votre nom de famille. Et donc, ce sera évidemment rectifié. Alors, Madame Picard-Niles, ce que vous dites en conseil municipal est faux. Cette réunion... celle qui était prévue pour les riverains de la rue de Nice, de la rue des Balkans, de la rue de l'Abeille et de la rue de l'Arrivée, n'a pas été annulée la veille. Mais elle a été annulée dès le lundi, ayant eu connaissance d'une incompatibilité d'agenda, Madame la commissaire ne pouvant être présente le mercredi 13, date initialement prévue. Ça, c'est pour la réunion du 13. Je les ai informés donc dès le lundi que cette réunion était annulée et que je reviendrai vers eux très rapidement pour proposer une nouvelle date. Je devais attendre pour ce faire d'avoir les possibilités de Madame la commissaire. Les riverains des quartiers de l'Abeille, de l'Arrivée, des Balkans et de Nice ont donc été informés du report de cette réunion qui a donc lieu le 18, le lundi 18 à 19h précise. Vous comprenez bien, Madame Picard-Niles, que quand nous faisons une réunion de ce type, quand nous demandons aux institutions, en l'occurrence à Madame le commissaire, de se déplacer, ce que je la remercie de faire, et de s'adapter, donc on s'est adapté à son agenda, eh bien, il est évident que les sujets doivent être précis. En l'occurrence, le sujet concernait les tentatives ou cambriolages qui ont eu lieu sur la rue de l'Arrivée. Je vous ai répondu lors de cette question orale que contrairement à ce que vous annonciez, y compris dans la presse, sous la plume de Madame Revenu, eh bien, les informations que dont j'avais connaissance à ce moment-là, les informations délivrées par la police nationale, ce n'était pas 22 cambriolages, mais c'était beaucoup moins. Donc, cette réunion aura lieu pour ces résidents-là, puisqu'ils sont invités à cette nouvelle réunion. Ce que vous dites aussi est faux quand vous dites que de nombreux riverains n'ont pas été prévenus, n'ont pas réussi l'information dans les temps. J'ai demandé à un agent municipal qui se tienne devant la porte le jour J, donc lors de la première réunion initialement prévue, pour recueillir le nom de celles et ceux qui se déplaçaient, qui n'avaient pas eu l'information. Eh bien, l'agent municipal en question a relevé 3 personnes. Donc, vous voyez, vous annoncez de nombreuses personnes se sont rendues à la réunion alors qu'elle avait été annulée. C'est faux. Premièrement, ils n'ont pas été prévenus la veille. Deuxièmement, seules 3 personnes se sont déplacées pour cette réunion parce que, visiblement, ils n'avaient pas vu l'information de l'annulation. Quant aux autres problèmes qui ont été soulevés, ce sont évidemment des questions diverses et variées. Encore une fois, j'ai un profond respect pour les institutions et quand j'organise une réunion, Madame la commissaire répondant à mon invitation, eh bien, nous nous devons de lui fournir un minimum d'informations. En l'occurrence, les problématiques qui étaient annoncées sur un quartier
beaucoup plus large, ne concernait pas strictement les cambriolages. Donc, j'ai informé aussi les membres de ce collectif qu'une réunion les concernant aurait lieu plus tard, le 22 janvier, pour évoquer les différentes problématiques qu'ils souhaiteront évoquer. Donc ce sont bien deux réunions différentes. En aucun cas c'est une réunion publique, en aucun cas c'est une réunion de quartier. C'est une réunion sur des problématiques précises. Donc je disais, ce n'est ni une réunion publique, ni une réunion de quartier. Seuls les riverains concernés sont invités à s'exprimer, puisque aussi bien la commissaire que moi-même sommes là pour recueillir les problématiques, les problèmes qu'ils rencontrent, et pour essayer d'apporter ensemble des réponses. Voilà le pourquoi de deux réunions. Il est évident que le format n'est pas le même. Quand il y a plus de personnes, il faut avoir une salle disponible pour avoir plus de personnes, ce que je ferai volontiers. Donc le 22 janvier, je crois, c'est la réunion qui concerne plus largement d'autres problématiques. Voici ce que je pouvais répondre à votre question. Monsieur Chiban. Chers collègues, bonsoir. Je voudrais revenir sur cette tentative pénible d'organisation d'une réunion avec les riverains sur la sécurité sur Drancy, parce que vous semblez vouloir mettre de côté des réalités qui frappent l'intégralité de la ville, en fait. Vous dites que ça ne concerne que quelques rues, que quelques habitants, que quelques cambriolages, et que donc il faut que ça se passe en catimini, entre gens ayant autorité pour en connaître. Je suis désolé, quand vous avez envie de faire la promotion de votre politique municipale, vous savez organiser à grand renfort de promotion, de publication et d'affichage des réunions publiques. Or là, nous avons des problèmes sur la ville de sécurité, et notamment des problèmes criants pour faire remonter les informations au niveau du national par des dépôts de plainte qui soient plus facilités, par des prises en charge au commissariat de police qui se fassent dans des délais raisonnables, par des interpellations de la police municipale qui puissent être aussi facilitées, parce que clairement, nous avons un problème de délinquance en recrudescence sur notre ville. Alors, je sais que vous n'aimez pas les chiffres, mais mine de rien, les agressions aux personnes augmentent. Même si les cambriolages diminuent, je veux bien en convenir avec vous. Mais convenez aussi, Madame le maire, que s'il n'est pas possible de déposer plainte, les statistiques ne reflèteront quelle réalité ? Quelle réalité ? 27 cambriolages, quand on vous dit, écoutez, moi je ne fais qu'une main courante, ou vous n'avez pas besoin de déposer plainte, on est débordé, revenez la prochaine fois, et qu'on dit ça plusieurs fois à des habitants, eh ben, au bout d'un moment, les gens se lassent. Et en plus, quand il s'agit de récidives sur des gens qui ont été cambriolés plusieurs fois, il y a le désabus de devoir porter plainte, parce qu'on le fait en général porter plainte essentiellement pour espérer avoir un dédommagement de son assurance. Quand on a été volé une fois, deux fois, il n'y a plus grand-chose qui a été volé au troisième cambriolage, donc on laisse tomber. Bref, je pense que ce type de questions sur la sécurité, qui déborderont bien évidemment, Madame le maire, de la question de uniquement 3 ou 4 rues et de quelques cambriolages, mais nous parlerons de la sécurité à Drancy, concernera toute la ville. Et votre volonté de ne pas organiser de débat ouvert sur cette question-là est révélateur. Est révélateur d'un échec, est révélateur du manque de transparence que vous voulez appliquer avec la population, parce que ce que vous essayez de dire, c'est que c'est Monsieur Beloucha qui invente et Madame Picard-Ninès qui surestime. Or, je suis désolé, Madame le maire, mais ils ne sont que le relais de la population qui se manifeste et qui, j'en suis désolé, est obligé de le faire dans la presse parce qu'elle ne trouve pas écho, est obligé de le faire dans les réseaux sociaux parce que vous n'êtes pas capable de leur répondre. Alors, oui, vous nous dites, ça va arriver bientôt, on annule, on retarde, on remet.
Mais quand bien même il ne s'agirait que d'un petit groupe de gens mobilisés pour avoir des réponses, est-ce que ça mérite le mépris? Est-ce que ça mérite de ne pas les considérer et d'annuler à la dernière minute? Parce que c'était ça, Madame le maire, c'est une annulation à la dernière minute. Et quand vous dites « Oh, mais il n'y a que 3 personnes qui se sont pointées, c'est pas très grave », oui, bah, je pense que les gens qui sont arrivés, qui ont eu connaissance qu'il y avait eu une annulation, ont prévenu les autres. Bien évidemment, on ne va pas se rassembler à 200 devant la mairie pour une réunion qui manifestement n'aura pas lieu. Ce que je veux dire, Madame le maire, c'est que sur un sujet comme ça, il faut crever l'abcès. Notre ville vit des troubles, et pas uniquement depuis que nous avons traversé la période des émeutes urbaines. Nous vivons sur Drancy une vraie problématique, non seulement d'accroissement des actes de délinquance, mais de violences graves, très graves, des assassinats, des viols, des actes sur lesquels vous dites en permanence, n'en parlez pas sur les réseaux sociaux, ne faites pas le relais dans les médias. Or, je suis désolé, on a besoin de parler de sécurité, et je vous le dis, Madame le maire, soit ça se fera avec vous, et ça se fera en toute transparence, soit ça se fera sans vous. Merci, Madame le maire. Égal à lui-même. Madame Picard-Niles. Je vous avais posé une question et je pense que vous y avez répondu insidieusement. Je vous ai demandé si la deuxième réunion, donc celle de janvier, il y aurait Madame la commissaire. Donc je comprends bien que Madame la commissaire ne sera pas présente à cette deuxième réunion, alors que ces riverains veulent discuter de sécurité également, et je ne comprends pas pourquoi Madame la commissaire ne serait pas présente. Parce qu'ils veulent vous parler de ce qui était noté simplement dans la question orale que nous, notre groupe a déposée, la sécurité. On n'a pas parlé, c'est vous qui nous aviez répondu sur la créosote, sur le quartier du Bayet. Nous n'avions pas posé ces questions-là. Nous vous avions parlé des rues, sur Paris-Campagne, les rues que vous avez citées, la rue de l'Abeille, ainsi de suite. Mais il y a aussi un problème de sécurité, et vous le savez, sur le café qui est à l'angle de la rue Fournier. Et effectivement, à cet endroit-là, il s'y passe toute une petite activité. Et c'est ce quartier, c'est autour de ces rues-là où effectivement, il faut qu'on le regarde ce qui se passe. Il n'est pas possible qu'il y ait de la prostitution, il n'est pas possible qu'il y ait de la vente de produits illicites. Ça fait partie de la sécurité. Donc les habitants ont besoin d'avoir des réponses, et besoin d'avoir des réponses, là aussi, de la police nationale. La police municipale, et je les remercie, font un travail formidable, même s'ils ne sont pas encore en nombre suffisant sur la ville. Mais par contre, la police nationale, c'est pareil, ils ne sont pas assez nombreux, et ils doivent être présents aussi pour répondre sur ce genre de choses, puisque vous avez été interpellé et que normalement, il vous a été demandé qu'il y ait une commission qui soit mise en place, ce qu'on appelle un CODAF. Il a été répondu soi-disant que le CODAF devrait avoir lieu courant début 2024, mais il serait bien que ces riverains soient donc accompagnés par Madame la commissaire, puisque c'est quelque chose qui doit être fait conjointement entre le cabinet du maire et le cabinet de Monsieur le préfet via la commissaire. Je vous remercie, Madame le maire. Bien. Monsieur Chiban, tentative pénible. Vous dites tentative pénible. Écoutez, j'informerai la commissaire de vos mots à son égard et de vos propos. En catimini, vous dites, oui, ça vous plaît pas quand on vous répond et qu'on essaie de vous amener un petit peu de réflexion, si tant est que vous en soyez capable, un petit peu de réflexion, ça me semble difficile pour vous. Alors vous dites en catimini. En catimini, une réunion en catimini, quand j'organise une réunion où j'invite tous les riverains de 4 rues, soit 62 personnes, vous appelez ça une réunion en catimini? Non, tout simplement, je gère la ville, je gère les problèmes qui sont évoqués, et en l'occurrence, je me fie aussi aux informations qui me sont données par la police. Donc, ce que vous dites est faux, mais nous sommes habitués à vos mensonges et à ce que vous essayez de faire croire. Au-delà de ça, vous osez mêler
ou plutôt confondre, des cambriolages ou tentatives de cambriolage avec des actes de violence infâmes, des meurtres qui se produisent sur tout le territoire. Mais comme par hasard, quand c'est Drancy, hélas c'est arrivé à Drancy, oui effectivement, c'est un drame. C'est un drame pour une famille, c'est un drame pour le plus jeune des enfants de cette famille, c'est un drame pour tous les habitants du quartier. Et je me suis rendue auprès d'eux très rapidement pour être à l'écoute, y compris du voisinage. Si vous parliez de celui-là, vous avez parlé d'un drame. Peu importe, vous n'avez pas la parole, monsieur Chiban. Ensuite, vous mentez quand vous annoncez 27 cambriolages. Ce ne sont pas 27 cambriolages, monsieur Chiban. Les éléments qui m'ont été communiqués par la police informent de 11 plaintes. Vous évoquez une personne qui a été cambriolée à plusieurs reprises. Oui, eh bien justement, cette personne, je l'ai déjà reçue. Et si vous étiez capable de réfléchir un peu, vous pourriez réfléchir au moins que ces faits, dans cette même propriété, ont peut-être d'autres explications. Ce sur quoi les services de police sont en train d'enquêter. Mais voyez, moi, contrairement à vous, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je suis mère, je suis à l'écoute des Drancéens et des Drancéennes, et je sais prendre les problèmes les uns après les autres. Parce que si on n'est pas capable d'évoquer un problème précis, on ne peut pas évoquer les solutions ou trouver ensemble les solutions adéquates. Donc, chaque chose en son temps. Vous parlez de sécurité de manière générale et vous laissez entendre que Drancy serait une ville où les statistiques de délinquance, etc. sont énormes. Ben, écoutez, adressez-vous à Madame la commissaire. Monsieur Chiban, vous n'avez pas la parole. Je ne vous interromps pas. Quand bien même vos prises de parole sont toujours aussi vagues. S'il y a quelqu'un qui est vague ici, c'est bien vous et pas moi. S'il y a quelqu'un qui ment, s'il y a quelqu'un qui raconte les choses telles qu'il aimerait qu'elles se passent, c'est vous et pas moi. Je suis très pragmatique. J'ai un problème, je réunis les personnes qui sont concernées par ce problème et nous essayons, avec les forces de police, d'y trouver les solutions. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que vos prises de parole sont tellement approximatives que, à minima, elles sont révélatrices de votre incompétence, mais je laisse ceux qui nous entendent en juger. Vous avez évoqué la presse. La presse, comme je disais, a fait état des cambriolages qui ont eu lieu dans la rue de l'Arrivée. Mais c'est quand même curieux que sur la photo de Madame Revenu, les personnes qui posaient n'étaient pas du tout des personnes de la rue de l'Arrivée. Et puis, après recherche, eh bien, ces personnes ne sont pas du tout non plus concernées par des cambriolages, ni même des tentatives de cambriolage. Ce sont des personnes qui habitent pour certains rue Mozart et pour d'autres même un petit peu plus loin. Ensuite, vous avez... Monsieur Chiban, vous n'avez pas la parole et nous passons de vos commentaires. Madame Picard-Niles, à nouveau, il n'y a aucun mépris. Il y a de la prise en considération des problèmes, des difficultés que peuvent rencontrer certains et certaines personnes. C'est M. Chiban aussi qui a dit du mépris, etc. Ben, la preuve que ce n'est pas du mépris, puisque j'ai écrit à toutes les personnes concernées, non pas la veille, mais dès le lundi, pour les informer du changement de date. Et comme je vous disais, si c'était méprisant, je n'aurais pas demandé à un agent municipal de rester devant la porte et de recevoir les personnes pour leur indiquer qu'il y aurait très rapidement un report de cette réunion. Ensuite, Madame Picard-Niles,
vous parlez d'autres problématiques qui concernent, par exemple, le bar, la cuisine, etc. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir en janvier et de montrer le nombre d'actions que la ville a entrepris, le nombre d'échanges que nous avons eus par mail, par courrier, avec un certain nombre d'habitants du quartier. Et je peux vous assurer que systématiquement, une réponse a été apportée. Quant au problème spécifique que vous évoquez, je l'ai encore évoqué il y a quelques jours avec Madame la sous-préfète, Madame Daverton. Et une fermeture avait été prise pour 85 jours. Donc, voyez, je pense que celles et ceux qui nous ont écrit savent très bien que nous avons apporté des réponses à de multiples... Après, que les réponses ne les satisfassent pas, alors même qu'elles sont basées sur des études, sur des organismes totalement extérieurs à la ville. Quand il y a aussi des dénonciations, par exemple, de marchands de sommeil, eh bien, j'envoie les services hygiène pour contrôler sur les, je ne sais combien, 11 adresses qui nous ont été données par une des personnes qui étaient présentes du quartier. Toutes ont été contrôlées et il n'y a qu'une seule adresse sur les 11 qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un marchand de sommeil. Si tel est le cas, eh bien, cette personne sera évidemment sanctionnée grâce au permis de louer que nous avons mis en place. Mais encore une fois, vous vous contentez d'approximation. Nous sommes dans le concret, dans le pragmatique, et à chaque problème, on essaie d'apporter une solution. Et forcément, une solution ne peut être apportée à des riverains qu'en présence d'eux, quand on leur consacre toute notre attention pour parler d'un problème spécifique et trouver ensemble des solutions. Et il se trouve que vous ne faites pas partie de ces riverains, donc je pense que ces gens ont besoin de considération et n'ont pas besoin de porte-parole pour s'exprimer. Je sais leur répondre systématiquement. Voici ce que je pouvais répondre à votre question. Madame Picard-Niles. Madame Lagarde, je suis peut-être pas riverain, je suis élue, au même titre que vous. Et au même titre que vous, j'ai été élue par certains des habitants de la ville. Au même titre que vous, je peux porter la voix des habitants. Au même titre que vous, je peux être présente dans des réunions qui ne sont pas des réunions intimes. En tout cas, ça fait partie de mon rôle. J'ai été élue pour ça, au même titre que tout le monde dans la salle. Et c'est même un devoir. Je vous remercie. Merci, Madame Picard-Niles. Oui, vous êtes élu, oui, vous avez les informations que l'on vous donne dans le cadre des conseils, dans le cadre de nos réunions. Ça va de soi, mais encore une fois, j'essaie de marquer de la considération à chacun et à chacune, et il convient, à mon sens, d'écouter réellement les personnes pour savoir les problématiques qu'elles rencontrent, ce que je me fais systématiquement au quotidien. Pour les CODAF, puisque j'attendais, c'est Monsieur Impérial qui me donne l'information, pour les CODAF concernant, donc pour dire que, vous voyez, on fait les choses, on ne vous attend pas. Les habitants savent s'adresser à nous, on sait leur répondre. Donc il y a eu 2 CODAF, n'est-ce pas, déjà, un en 2021, un en 2022, et nous avons demandé un nouveau, un en 2023, donc 3 CODAF déjà. Et sur le prochain, on nous a répondu, pas avant janvier 2024. Voici ce que... Donc si ça, c'est ne pas agir, si ça, c'est essayer d'être aveugle sur des problématiques, eh bien écoutez, voilà, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Donc, nous reprenons. Vous n'aviez pas d'observation sur le procès verbal, mis à part M. Beloucha, dont j'ai pris note. Le procès verbal est donc considéré comme adopté. Vous avez reçu la liste des décisions prises en vertu de l'article L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT. Avez-vous des observations ? Madame Picard-Niles ? Tout à fait. Sur la décision
numéro 2023-436, réalisation d'études commerciales sur l'avenue Henri Barbus, axe Berthelot-Blanqui. J'aurais voulu savoir pourquoi, quelle étude commerciale, qu'est-ce qu'on cherche. Sur la 2023-441, Madame Marine Broutin, qui souhaite faire un événement à Panfou, je crois, un événement festif. Donc je voulais savoir quel ordre, qu'est-ce qu'on appelle un événement festif. Le 2023-443, création de 2 classes en module préfabriqué bois pour la maternelle Joricène. Donc je voulais savoir si ça veut bien dire ce que c'est écrit, c'est-à-dire qu'on va mettre des enfants dans des préfabriqués. Alors est-ce qu'on a l'intention d'agrandir l'école? 2023-445, Monsieur et Madame Hirswal, installation de professionnels de santé. Pour quel type de professionnels de santé? Puisqu'il y a un bail commercial de 7 000 € pour 9 ans. Je vous remercie. Pas d'autres questions sous les décisions? Je les prends donc dans l'ordre où elles ont été posées. Alors, la 436, il s'agit, comme son titre l'indique, de la réalisation d'une étude commerciale sur l'avenue Henri Barbus, axe Berthelot-Blanqui. La décision, les détails qui sont fournis me semblent pourtant clairs. En fait, il s'agit d'un marché qui est conclu avec la société CBRE pour la réalisation de cette étude commerciale de l'avenue Barbus. Cette étude, elle vise à quoi? Elle consiste à proposer une stratégie commerciale et un plan d'action adapté au site. Pourquoi, pourrez-vous me dire? Eh bien, tout simplement pour savoir quel type de commerce l'avenue Henri Barbus aura besoin dans les années futures. Pour être plus précise sur cette étude, eh bien, elle se déroule, il y a des rencontres qui sont prévues avec les commerçants de l'avenue pour connaître leurs attentes. Et il y a un comité de pilotage aussi qui est prévu avec cette société. Cette étude, elle a débuté fin novembre à l'occasion d'un premier comité de pilotage. L'AME de la ville a déjà récolté de nombreuses informations sur le nombre et type de commerce, sur les documents d'urbanisme, cadastre, etc. Et elle est en train donc de préparer la rencontre avec les commerçants grâce à des questionnaires qui sont distribués. Tout simplement pourquoi? Parce que pour répondre à un besoin, encore faut-il que le besoin soit exprimé et que l'attente soit exprimée. Donc on attend de cette étude qu'elle puisse nous aiguiller. Je vais vous donner un exemple. On peut, par exemple, ça m'a été dit tout à l'heure par une Drancéenne, elle peut avoir envie qu'une mercerie s'installe. Moi aussi, j'aimerais dans l'absolu, mais encore faut-il qu'il y ait des clients pour avoir une mercerie. Et on voit tous bien que dans toutes les villes voisines, même à Aulnay, toutes les villes voisines, il n'y a plus de mercerie en tant que telle parce que ce sont des grosses enseignes. Donc cette étude, elle vise à nous préciser les besoins pour que nous puissions répondre au mieux aux attentes, et cela aussi grâce aux nouvelles surfaces commerciales que nous sommes en train d'installer. Voici pour être précise sur cette étude. On ne peut pas se contenter d'approximations, on doit avoir des orientations précises pour prendre les décisions qu'il se doit. Ensuite, vous m'avez parlé de la 441, c'est une convention d'occupation du centre de Panfou avec une Drancéenne. Il s'agit d'une association, comme nous le faisons assez souvent quand le centre est disponible. D'ailleurs, ça a été un débat en conseil municipal. Ce centre continue de recevoir des événements associatifs, des journées associatives ou bien pour le personnel municipal. Et donc là, il s'agit d'une occupation par une association drancéenne. Voilà.
Ensuite, la 445, il s'agit d'un bail commercial au 31 avenue Henri Barbus. Alors ce local, pour vous le situer et que chacun et chacune puisse l'avoir en tête, c'est l'ancien local Euromaster. Il s'agit d'un bail commercial qui est conclu donc avec les personnes que vous avez citées au profit de la ville pour l'installation de professionnels de santé. Et il s'agit précisément de kinésithérapeutes, mais aussi d'infirmières qui vont s'installer là. Donc vous imaginez bien que vu la surface, c'est un projet conséquent qui va voir le jour, un centre avec différentes typologies, on va dire, de kiné et différentes méthodes, aussi bien pour la rééducation que pour des maladies invalidantes ou autres. Un centre de kinésithérapie moderne qui peut répondre aux différentes pathologies, quelles qu'elles soient. Donc c'est vraiment un très très beau projet et une chance pour notre ville à une heure où de nombreux citoyens n'arrivent pas à trouver de kiné pour assurer de la rééducation dans le cadre de longues maladies ou dans le cadre d'accidents. Donc voici, grosse surface, activité de santé au rez-de-chaussée et activité bureautique au premier étage. Donc on conclut ce bail avec ces personnes-là. Ensuite, vous avez, au bénéfice d'ailleurs de kinés qui sont drancéens. Ce sont des jeunes drancéens, deux frères qui sont tous les deux kinés et qui vont organiser ce pool de kinésithérapie. Je cherche la dernière. Est-ce que j'en ai oublié une ou pas? Ah oui, effectivement. Il faut que je retrouve Joricène. Alors Joricène, c'est là. Joricène, c'est la 443. Ben oui, elle est ici. Alors, pourtant, nous avons déjà largement évoqué le sujet lors des conseils municipaux précédents. Mais ici, il s'agit d'une mission de maîtrise d'œuvre pour la création de 2 classes en module préfabriqué bois, comme vous l'avez effectivement cité, et la mise en accessibilité PMR de l'école maternelle Jacques Joricène. Il s'agit là simplement d'un avenant, l'avenant numéro 2 au marché. Alors, cet avenant, puisqu'on parle de l'avenant et pas du reste, mais je vais y revenir, l'avenant, il est fait pour la prise en compte de l'augmentation de la rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre suite à une extension de la durée du chantier. Le montant de l'augmentation dont il est question, sur lequel la décision porte, il est de 11 168 €. Maintenant, je reviens aux travaux que nous vous avons déjà évoqués en conseils municipaux. Il ne s'agit pas de préfabriquer pérenne, il s'agit là de l'extension de l'école maternelle qui est prévue donc, dans la cour de l'école, le long de la clôture existante. Ceci implique un terrassement, donc le terrassement de la butte là, de la zone qui est le long de la voirie. J'ai des détails sur les clôtures. Ce qu'il faut savoir, quoi qu'il en soit, c'est que la totalité des travaux, les travaux dont nous avons déjà discuté, ce n'est pas simplement ce dont il est question là, mais c'est 3 classes, c'est un dortoir, c'est des locaux pour les ATSEM avec douche et vestiaire, c'est des sanitaires adultes et enfants, c'est des sanitaires adultes et enfants qui, eux, vont être installés au niveau de la cour de récréation et d'un préau qui couvre l'ensemble de la cour. Donc c'est le bâtiment existant et l'extension dont il est question dans la totalité de ces travaux. Le coût total de cette opération, donc j'entends, je reprécise, tous les travaux qui vont avoir lieu sur Joricène, qui ne sont pas des travaux provisoires mais qui sont des travaux pérennes, le coût total qui est investi sur cette école, encore une, sur laquelle nous mettons en accessibilité
encore une sur laquelle nous assurons un préau couvert. Ce n'est pas le cas dans toutes les écoles et il y a de nombreuses écoles sur la ville. Le coût total des opérations, c'est 1 835 103 €, hors taxe bien sûr. La livraison, elle est prévue pour l'été 2024. La surface totale de l'extension de cette école Joricem, c'est 550 mètres carrés en dehors du préau, puisque le préau à lui seul, c'est 157 mètres carrés. Et la construction sera réalisée en préfabriqué bois, mais en aucun cas c'est... voilà, j'ai des images sous les yeux, parce que je les ai vues, moi j'ai des images sous les yeux, en réalité c'est du bois, voilà, c'est l'utilisation du bois. En fait, comment dire, quand on entend préfabriqué, là, préfabriqué, en fait, c'est la technique de fabrication du bois. En aucun cas du bois d'usine, n'est-ce pas? Voilà, les techniciens me répondent. Donc, en fait, c'est la technique de fabrication de bois en usine avant d'être amené sur le chantier. En aucun cas, ce sont des baraquements provisoires en fer, etc. Voilà. Donc, préfabriqué, ce n'est pas ce que vous avez, ce que vous avez entendu. Voici pour les questions donc, de très lourds travaux d'extension de l'école Joricem. Bien, donc c'est fini. Je pense avoir monsieur. Merci Madame le maire. Donc si je fais le ratio, ça fait à peu près de ce que vous venez de nous dire, 3 000 € du mètre carré de construction. C'est bien ça, à peu près. À peu de choses près. 500 mètres carrés, 1,7 million. Bon, bref. Ma question ne portait pas là-dessus, si ce n'est que quand même, c'est pas donné. 3 000 € du mètre carré de construit. En règle générale, on tourne autour de 2 000, mais bon, si nous on est à 3 000, bon, tout dépend effectivement de la qualité des prestations. Bon, mais cela étant, moi je voulais revenir sur la décision 441, parce que vous nous avez indiqué, comme il s'agit d'une personne privée à qui a été octroyée, pardon, pas donnée, mais l'autorisation d'occuper le centre de vacances de Panfou. Ma question est, mais vous nous avez parlé d'une association, alors c'est quelle association? Parce qu'on ne voit pas de qui il s'agit, nous. Je parle de l'association. S'il vous plaît, merci. Oh, oui, donc on me répond qu'il ne s'agit pas d'une association, il s'agit d'une personne privée et c'est dans le cadre de l'organisation d'un événement familial. Donc j'ai dit association, je me suis trompée, ce nom me rappelait une association. Monsieur Beloucha. Merci. Alors du coup, donc le centre de vacances de Panfou, donc vous nous informez qu'il est donc accessible aux personnes privées, si je comprends bien. Et donc, ma question subsidiaire, c'est quel est le règlement concernant l'utilisation des locaux privés de la commune, et en particulier s'agissant de ce centre de vacances qui doit certainement être demandé à l'occasion de certains événements familiaux, je suppose. Quelle est la procédure? Comment on fait quand on est drancéen lambda et qu'on veut faire un baptême, que sais-je, un anniversaire, fêter 30 ans de mariage, que sais-je encore, voilà. Voilà, merci. Monsieur Beloucha, les seuls mariages qui ont été organisés à Panfou, c'était il y a bien longtemps. Vous me posez la question d'un règlement. Les règles, ce sont des règles d'utilisation, j'ai envie de dire, en bon père de famille, même règles qui s'appliquent aux associations, c'est-à-dire respecter les lieux, etc. Ensuite, est-ce que je peux répondre à votre question, monsieur Beloucha? Ensuite, vous dites donc que le centre est habilité à recevoir. Là, il ne s'agit pas d'enfants, il s'agit d'adultes, monsieur Beloucha.
J'ai expliqué qu'il y avait un certain nombre de choses à Pamphou, enfin comment dire, de locaux qui ne permettaient pas, c'est parce que quand j'avais répondu au sujet des enfants, des colonies de vacances, etc., qui ne permettaient pas de recevoir les enfants au respect des normes que l'on doit à des enfants de cet âge-là. Là, ce sont des adultes qui seront dans le centre de Pamphou. Quant à la convention d'utilisation, eh bien, elle est la même pour tout le monde, qu'on soit association ou privé. On doit respecter les lieux. On doit, voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre. Et c'est évidemment sous le contrôle de l'agent municipal. Monsieur Chiban ? Madame le maire, je vous prierai de bien vouloir nous transmettre cette convention qui a été signée avec cette personne et la ville pour connaître les conditions qui ont été appliquées, puisque en fait je pense que c'était ça aussi la question de M. Beloucha, c'est puisque vous avez appliqué des règles, on aimerait savoir ce qui a été appliqué. Donc en l'occurrence, je serais intéressé d'avoir cette convention. Merci. Monsieur Chiban, encore une fois, il faut être attentif aux conseils municipaux, pas venir simplement pour faire des allusions, des approximations, il faut être attentif. Les règles, les prix de location des salles municipales, ils sont présentés, votés en conseils municipaux. Voilà. Donc en réalité, il suffit d'être attentif. Maintenant, je reviens sur la question de M. Beloucha, où vous semblez reprocher à la ville la somme qu'elle met pour les travaux de Joricène. Encore une fois, il s'agit de lourds travaux, de mise en accessibilité. Si, M. Beloucha, vous avez semblé dire que c'était beaucoup. Moi, je ne suis pas technicienne et je ne me prends pas... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas technicienne et je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je m'en fie aux experts, aux techniciens, aux ingénieurs. En l'occurrence, Monsieur Leleu, ici présent, Pierre Leleu, qui est directeur général, qui est directeur des services techniques, pardon, et qui m'informe que le prix dont il est question, c'est le prix commun. Le prix commun, peut-être eu égard à l'augmentation des matériaux, des matières premières, peut-être eu égard, vous savez bien que tout a augmenté, donc ce sont des prix tout à fait normaux eu égard aux autres chantiers que nous pouvons conduire sur la ville. Voici ce que je pouvais répondre. Nous en avons donc terminé avec les décisions du maire. Je vais donc continuer pour votre information. Vous avez eu sur table des délibérations des marchés publics. Les délibérations et les rapports complets des marchés publics ont été déposés sur table suite à la tenue de la CAO. La CAO, elle a eu lieu le 12 décembre. Le 12 décembre dernier, soit après l'envoi du dossier du conseil municipal qui, lui, a été effectué dans les délais légaux, à savoir le 9 décembre dernier. Donc, ce pourquoi on vous a déposé sur table les informations complémentaires qui portaient sur ces marchés. Ensuite, vous avez eu aussi déposé sur table l'information concernant la délibération 23 qui portait sur la passation de l'avenant numéro 2 du marché conception-réalisation pour la construction d'un parking souterrain. Et je vous demande de bien vouloir accepter le retrait de cette délibération pour des raisons techniques et administratives. Cette délibération, donc elle est annulée et elle sera présentée lors du prochain conseil municipal. Et enfin, vous avez eu aussi sur table la délibération, comme nous avons d'ailleurs l'habitude de le faire, la délibération portant sur la remise des médailles de la ville. Et vous avez sur table le rapport avec les noms des médaillés que l'on vous propose. Voici pour les informations avant la tenue de ce conseil municipal. Nous allons donc passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal avec la première délibération consacrée à la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2024. La parole est à Monsieur Mangin,
premier adjoint en charge des finances, de la politique de la ville et de la culture. Merci Madame le maire, chers collègues, bonsoir. L'instruction budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète. L'adoption du référentiel M57 impose à l'Assemblée délibérante d'en préciser les dispositions particulières et d'adopter un règlement budgétaire et financier. C'est la suivante. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction. Il s'agit de la fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations à M57, la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024 implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. Le champ d'application est défini par l'article R2321.1 du CGCT qui fixe les règles applicables aux amortissements des communes. Les durées d'amortissement sont fixées librement par l'Assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens sauf exception. Ainsi, il vous est proposé de mettre à jour la délibération du 19 décembre 1995 relative aux durées d'amortissement des immobilisations. La nomenclature M57 pose également le principe d'amortissement d'une immobilisation pro rata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable. La ville de Drancy calcule en M14 les dotations aux amortissements en année pleine, avec un début des amortissements au 1er janvier N+1. L'Assemblée délibérante peut par délibération déroger à la règle du prorata temporis pour, d'une part, les subventions d'équipement versées et d'autre part, les biens de faible valeur. Il est proposé dans une logique d'approche par enjeu d'amortir ces subventions et les biens de faible valeur dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 600 € TTC en annuité pleine au cours de l'exercice suivant leur acquisition. Appurement du compte 1069, le compte 1069 reprise excédent capitalisé, neutralisation de l'excédent des charges sur les produits est un compte non budgétaire créé au plan de compte M14, M52 et M61 à l'occasion de réformes budgétaires et comptables afin de neutraliser l'impact budgétaire de la première application des règles de rattachement des charges et produits à l'exercice. Ce compte n'existant pas au plan comptable M57, il doit par conséquent être apuré lorsqu'il présente un solde en comptabilité sur le ou les exercices précédents le passage en M57 au vu d'une délibération de l'organe délibérant. Après échange avec le comptable public et compte tenu des crédits disponibles sur le compte 1068 de la commune, il est proposé de procéder à l'appurement en une fois du compte 1069 par le compte 1068 pour un montant de 547 201,57 €. Cet appurement sera comptabilisé sur l'exercice budgétaire 2023. 3. Application de la fongibilité des crédits. L'instruction comptable et budgétaire M57 donne la faculté au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Dans ce cas, le maire informe l'Assemblée délibérante de ces mouvements de crédit lors de sa plus proche séance. Bien que la ville a pour habitude de proposer des décisions modificatives en cours d'année, cette faculté permettrait de faire face à une dépense urgente dans un chapitre qui ne dispose pas d'un disponible suffisant. Merci Anthony. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je soumets donc aux voix cette première délibération sur la mise en place de la nomenclature M57. Qui est pour? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Merci. La délibération suivante, il s'agit de l'adoption du règlement budgétaire et financier de la commune de Drancy. La parole est à nouveau à Anthony Mangin. L'article L5217-18 du CGCT rend obligatoire l'adoption du RBF pour toute collectivité locale ou groupement de plus de 3500 habitants appliquant le cadre budgétaire et comptable des métropoles M57 avant toute délibération budgétaire relevant de l'instruction M57. La commune de Drancy est donc tenue d'adopter son RBF préalablement au vote de son budget primitif. Le RBF doit comporter de manière obligatoire les règles relatives aux modalités de gestion des APAE, en particulier les règles d'annulation ou de caducité. Ce règlement budgétaire et financier, révisable à tout moment, doit par ailleurs décrire les procédures de la collectivité, les faire connaître avec exactitude et se donner pour objectif de les suivre le plus précisément possible, créer un référentiel commun et une culture de gestion que les directions et les services de la collectivité se sont appropriés, rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes, préciser les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement en fixant les règles de caducité applicables aux crédits pluriannuels.
Après le rappel des principes réglementaires, budgétaires et comptables, ce règlement présente le cadre du budget, notamment ses modalités de présentation, de vote et de virement de crédit, l'exécution budgétaire des dépenses et des recettes, notamment les règles de gestion des engagements de crédit, les opérations financières particulières, notamment la gestion du patrimoine, l'organisation des régies et les opérations de fin d'exercice, la gestion de la dette et de la trésorerie, la commande publique, la constitution des dossiers de demande de subvention. Au-delà de l'aspect réglementaire, les objectifs de ce RBF sont multiples. Il doit en effet permettre de sécuriser et partager les principes et les pratiques en matière budgétaire et comptable afin d'optimiser le fonctionnement des services. Le règlement présenté vise à garantir la bonne organisation, le suivi et le contrôle de l'élaboration budgétaire à l'exécution comptable. Il permet également de doter la commune d'un socle de principes sur lesquels reposent les procédures internes et favoriser ainsi l'amélioration de la qualité comptable. Enfin, il doit permettre d'assurer l'information des élus sur les questions budgétaires et comptables et permettre à tous les acteurs de la commune de bénéficier d'une information cohérente et transparente. Merci Anthony. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur Bellouchin. Merci Madame la maire. Et merci pour l'exposé de Monsieur Mangin. Concernant ce point qui est, on va dire, l'application pratique du point précédent pour lequel nous n'avons pas apporté de remarques, puisqu'il s'agit en fait de la mise en place d'une directive nationale concernant la comptabilité publique. Sur la question, par contre, du règlement financier, là, nous sommes déjà dans le versus mise en œuvre au plan local de la politique financière et budgétaire de la commune. Vous avez cité, Monsieur Mangin, un des points qui nous apparaît comme étant important, c'est la question de au-delà des autres aspects, APCP, AE, autorisation d'engagement désormais sur les crédits de fonctionnement, mais notre réflexion à nous porte sur la question de la gestion des demandes de subventions. Si on se réfère à ce qui est indiqué dans le règlement financier, que l'on trouvera, que vous avez dû tous lire, j'imagine, de la page 34 à la page 36 du même document. Donc, il est surtout fait référence aux demandes de subvention de la collectivité à l'égard des tiers et des partenaires financiers. Alors, c'est intéressant, puisqu'effectivement, on y décrit la méthode, les méthodes employées, et les principes qui régissent le fonctionnement des dites demandes de subvention, en particulier en interne, le rôle des services, des décisions qui sont prises par l'Assemblée délibérante, etc., ainsi que de leur suivi. Mais il manque un pan qui est très important et qui concerne la vie de notre collectivité. C'est les demandes de subvention faites par les associations et les personnes privées, qui représentent des coûts importants pour la collectivité, des centaines de milliers d'euros. Et là, rien n'est dit pour cela. J'en veux pour preuve, je vous renvoie au compte, je n'ai pas fait tous les comptes administratifs des 5 dernières années, je vous en fais là. Le dernier compte administratif, s'agissant du compte 65-74, qui porte sur les subventions aux associations et personnes privées, porte un montant de 1 740 000 euros versés aux associations de la commune. Vous vous rendez compte? 1 740 000 euros. Et le document financier ne fait apparaître aucune règle relative à la façon dont nous gérons ces 1 740 000 euros. S'il y a donc un manque, il nous semble, ou alors je n'ai pas bien lu le document, mais il manque, à notre sens, des éléments de transparence relatifs à ce règlement financier, et c'est la raison pour laquelle nous n'adopterons pas ce règlement financier, car il ne permet pas d'avoir une vision fine des modalités de versement des subventions. Par ailleurs, toujours sur les subventions, mais au-delà des subventions, sur la question de l'aide apportée aux dites associations, l'aide en nature est aussi très très importante, elle est d'un volume important,
On peut par exemple se référer aux aides en nature relatives à la mise à disposition de terrains, de locaux, des charges de fonctionnement général, chauffage, électricité, etc., qui sont importantes et qui, mises bout à bout, on va dire, donc aide indirecte aux associations, nécessitent effectivement qu'on puisse avoir des éléments de transparence plus probants que ceux que nous avons actuellement. Actuellement, nous avons chaque année, au moment du vote du budget primitif, et avant lui, une commission des finances, voire effectivement, dans certaines commissions, le regard porté sur les subventions aux associations. Mais il ne vous a pas échappé que nous ne voyons pas toutes les associations dans une seule et même commission, c'est-à-dire la commission des finances, mais qu'elles sont examinées par morceaux ou par type d'association. Sauf que la délibération qui nous est proposée au moment du vote du budget, vous avez sans doute remarqué comme moi que la seconde partie du dispositif, c'est-à-dire la décision formelle prise au moment du conseil municipal, fait apparaître effectivement de façon très générale l'aide apportée. Donc on dit il convient de définir et d'accepter l'aide en nature qui est apportée aux différentes associations en transport, en location, en locaux mis à disposition et parfois même de personnel mis à disposition. Bref, donc ça mériterait, selon nous, en tout cas, de pouvoir le préciser, non pas de façon fine, mais de façon générique, de façon générale, dans un règlement financier relatif au chapitre de la gestion des subventions et des demandes de subventions faites par les 10 associations et par les personnes privées dans ce même chapitre. C'est un élément important de la vie de notre collectivité, à notre sens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Veloucha. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Monsieur Mangin, vous souhaitez répondre à Monsieur Veloucha? J'entends, Monsieur Veloucha, le cadre général posé par votre intervention. Il s'agit là de mettre en place un fonds de règles de fonctionnement plus comptable et de gestion que de fonctionnement de politique de rapport avec les associations, en l'occurrence sur le sujet que vous soulevez. En page 18, vous avez le cas particulier des subventions versées, qui vous dit de quelle façon une subvention est un concours financier déterminé librement et attribué à une personne physique ou morale dans un objectif d'intérêt général ou local. Pour être versée, la subvention doit avoir été votée, toutes les avances doivent être faites l'objet d'une délibération préalable, etc., etc. Le versement d'une subvention est autorisé par, au choix, une délibération particulière votée par l'Assemblée délibérante, une inscription individuelle sur un annexe budgétaire dédié du budget de l'exercice en cours valant décision d'octroi, etc. L'ensemble des choses, avec les limites à 23 000 €, avec la convention d'objectifs qui va avec ceux qui sont au-delà des 23 000 €, le RBF est par définition perfectible au fil des années et il va évoluer au fil des années. C'est une mise en place aujourd'hui. Les autorisations d'engagement que nous évoquions tout à l'heure à côté des autorisations de programme, on peut imaginer que celles et ceux qui ont des conventions aujourd'hui à 23 000 €, au-delà, comme l'harmonie municipale par exemple, peuvent avoir des AE qui se mettent en place avec une vision pluriannuelle qui leur donne une visibilité dans le temps du suivi et du lien. Donc ça se traduit à travers la convention, mais ça se traduira à travers des AE. Donc l'ensemble des éléments sur le plan comptable et de gestion sont sur cette page 18 et à travers le cas particulier des subventions versées. Pour ce qui est des règles de suivi des comptes, aujourd'hui, quand les associations font des demandes de subventions, ils procurent à la collectivité un certain nombre d'éléments en termes de relevé de compte, de rapport d'activité avec la justification de leur demande de l'année, etc. Tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui n'ont pas à figurer dans le RBF. Mais
pour ce qui est des éléments financiers en termes de philosophie, notamment le fait que certaines associations avaient pour habitude de demander de façon récurrente des crédits, par exemple, dans l'éventualité de mettre de côté des sommes pour un jour réaliser un investissement tel que le remplacement d'un équipement. On leur a toujours dit, en tout cas c'est la philosophie de la municipalité depuis 2001, qu'on préférait suivre leur fonctionnement de façon rigoureuse et permettre de se focaliser sur lui, et que lorsque des questions d'investissement telles que le remplacement d'un équipement, on préférait passer par une subvention exceptionnelle, par exemple, pour souligner le caractère exceptionnel de la démarche. Ça, ce sont des éléments qui pourraient être précisés un jour dans le RBF pour illustrer la philosophie générale qui s'inscrit dans le marbre et qui est appliquée à l'ensemble des associations. Merci Anthony. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je soumets donc aux voix ce règlement budgétaire et financier de la commune qui est pour. Avis contraire. Donc pas d'abstention. Merci. La troisième délibération, il s'agit de l'autorisation donnée au maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif de l'exercice 2024. La parole est à nouveau à Anthony Mangin, premier adjoint en charge des finances. L'article L1612.1 du CGCT dispose que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'autorité exécutive de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Le maire est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite d'un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Pour les dépenses à caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement, votées sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Afin d'assurer une continuité de fonctionnement des services, notamment la poursuite des chantiers en cours et le lancement des nouvelles opérations sans attendre le vote du budget, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement indiquées dans la délibération. Merci Anthony. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je soumets donc aux voix qui est pour. Avis contraire. Avis contraire. Donc, attendez, parce que vous dites abstention, et quand je dis avis contraire, M. Chiban lève la main en même temps que vous, donc on va reprendre. Avis contraire. Merci. Et abstention, donc, pour Mme Picard-Niles. Merci beaucoup. La délibération suivante, la parole à nouveau à Anthony Mangin pour l'approbation de la Convention de coopération culturelle et patrimoniale 2023-2025 avec le conseil départemental. La ville de Drancy place la culture parmi ses priorités et propose une programmation culturelle variée ainsi que de nombreuses actions culturelles constituant ainsi une offre de qualité à destination de tous les publics. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis développe des partenariats avec les communes pour les accompagner sur le plan financier dans leurs projets culturels et patrimoniaux. Ainsi, la commune et le département s'entendent pour développer ensemble des projets culturels et de valorisation patrimoniale autour de 4 programmes: parcours éducation artistique et culturelle et pratique amateur, priorité développement culturel, priorité patrimoine, fabrique de projets en réseau. Afin de permettre la mise en œuvre de ces objectifs, les dispositifs inscrits dans le droit commun du département peuvent être mobilisés ainsi que les crédits spécifiques à la coopération territoriale. Pour l'année 2023, une subvention de fonctionnement de 15 000 € est attribuée à la commune afin de l'accompagner dans la réalisation de l'Olympiade culturelle entrant dans le cadre du programme Priorité Développement Culturel. La ville, en partenariat avec les acteurs locaux, Édifice Xénon, le centre de ressources du lanceur, la section danse urbaine de la GIA Drancy, a proposé différents événements axés sur le thème du hip-hop.
Par conséquent, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à signer la présente convention qui est établie pour une durée de 3 ans et de l'autoriser à accepter la subvention de fonctionnement de 15 000 € accordée par le département pour l'année 2023. Il est précisé que pour les années 2024 et 2025, le montant de la subvention sera fixé en fonction des projets culturels qui seront proposés par la ville. Y a-t-il des questions? Madame Picarniles. Donc nous nous réjouissons de cette signature de convention. Et quand je regarde le projet du Salon du Livre qui a été porté par les associations locales, notamment autour de la mémoire à Drancy, ça entre complètement dans ce cadre et je me ferai un plaisir de l'annoncer aux associations qui ont vu le Salon du Livre annulé en dernière minute, les 2 et 3 décembre dernier. Et je pense que vous serez vous aussi à même très heureuse de pouvoir leur annoncer qu'ils peuvent candidater pour 2024 dans la mesure où Drancy, il est noté à chaque fois que c'est une priorité pour la ville. D'ailleurs, je reprends, priorité municipale, c'est noté. Il en va de même en matière de patrimoine. Le projet de restauration du wagon du Mémorial national du camp de Drancy s'enrichit désormais d'un volet de médiation qui apporte un éclairage spécifique sur les notions de travail commémoratif et de transmission à la mémoire. D'ailleurs, vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu plus concernant ce domaine qui pourra tout à fait être donc abordé en plus en lien avec le Salon du Livre en 2024 subventionné par cette convention. Je vous remercie. Bien. Alors, tout d'abord, je pense vous profitez de cette délibération pour dire ce que vous avez à dire, à savoir, et vous commencez à nous y habituer à cracher votre venin sur un certain nombre d'actions. Si, de plus en plus. Je vous l'ai déjà dit, je trouve que vous vous chibanisez. Mais en l'occurrence, la délibération dont vous parlez, elle n'a rien à voir avec le reste. Mais nous allons y revenir. Je vous ai souvent dit en conseils municipaux, vous savez, c'est un peu comme en amour, je préfère les actes, les preuves, aux beaux discours. Et bien là, vous avez l'illustration du beau discours et des actes. Je veux parler de la politique du département, puisque vous semblez critiquer la politique culturelle, mémorielle que souhaite conduire la ville de Drancy. Eh bien, je veux vous faire remarquer juste une chose. Cette convention, comment elle s'appelle déjà? Convention de coopération culturelle et patrimoniale 2023-2025 avec le conseil départemental. Eh bien, cette délibération, qu'est-ce qu'elle démontre? Elle démontre une nouvelle fois, s'il en était besoin, qu'heureusement que nous ne comptons pas sur le département pour mener un certain nombre de politiques culturelles, d'événements culturels au profit des Drancéens. Parce qu'en fait, attardons-nous sur les choses concrètes, sur les chiffres pour comprendre. C'est donc 15 000 €, n'est-ce pas Anthony? 15 000 € qui sont alloués à la ville de Drancy. 15 000 € pour mettre en place des politiques culturelles et patrimoniales. Rien que certaines subventions que l'on donne à des associations mémorielles, c'est le tiers de ça. Une seule association, c'est le tiers de cette somme-là. 15 000 € alloués par le département. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Je sais que M. Beloucha aime bien faire des calculs. Donc 15 000 €, ça représente 20 centimes par habitant. Ben, heureusement qu'on les a pour mettre en place les différents événements culturels qu'on met en place dans la ville. Juste une autre chose aussi, comme je siège au conseil départemental, il se trouve que la ville de Bobigny, bon, finalement elle a guère plus, mais elle a beaucoup moins d'habitants, la ville de Bobigny a eu 17 000 €. Ça représente 65% de plus. Bon, c'est pas grand-chose. Mais puisque vous critiquez la politique drancéenne en matière culturelle au travers d'un événement précis, j'y reviendrai. Ce que je veux vous dire, c'est que malgré la modicité de la somme,
et pourtant les grands discours du département en matière culturelle. Malgré la modicité de la somme, avec cette somme, eh bien nous proposons 12 actions, mais 12 actions qui sont menées essentiellement par des Drancéens, par des associations drancéennes, et particulièrement par des associations de jeunes de notre quartier. Donc je pense que l'on peut être fier des événements que l'on met en place en matière culturelle. Pendant ce temps, donc, je vous ai dit, Drancy, 15 000 €, ça représente 20 centimes par habitant. Bobigny, et donc nous, c'est 12 actions conduites qu'avec des associations locales et notamment des jeunes. Eh bien, la ville de Bobigny, elle propose que 3 actions avec cette somme-là, et aucune qui soit mise en œuvre avec des associations locales. C'est effectivement une différence de point de vue fondamentale entre ce que vous semblez vouloir et ce que nous voulons et ce que nous mettons en application. Maintenant, je reviens sur le salon du livre. S'il en était besoin, Madame Picard, votre simple réaction sur les réseaux, et là, Madame Picard-Niles, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas cracher de la haine à travers cette publication, en reprenant des propos diffamatoires et injurieux, parce que dans votre post, il y a l'introduction, et après, il y a des propos diffamatoires et injurieux, alors qu'on parle de culture. La différence entre vous et nous, en tout cas, puisqu'on parle de politique culturelle en matière mémorielle, c'est que nous considérons, et nous le mettons en application sur tous les événements liés à la mémoire. Nous considérons que la mémoire, elle appartient à tous et à toutes. Que la mémoire, elle n'appartient pas qu'à une petite partie de personnes qui vivent entre elles. Votre réaction, s'il en était besoin, ne fait que prouver l'inverse de ce que vous semblez vouloir pour notre ville en matière culturelle. Nous considérons que la mémoire, et c'est pour ça que j'ai souhaité mettre en place ce salon du livre. Ce salon du livre, il a été annulé, non pas la veille, comme j'ai pu le lire par certains, mais plusieurs jours avant. Oui, et comme je vous l'ai dit, c'est arrivé sur d'autres événements, sur des événements sportifs. Croyez-vous que un ordre du directeur général des services serait passé pour que les agents qui étaient dans le château ne travaillent pas le vendredi, et pour autant qu'ils soient payés le vendredi, le samedi, parce que nous connaissions cette difficulté? Nous avons proposé, plus de 2 jours avant, Alexandre Impérial est ici témoin, il a eu de nombreux échanges avec notamment Michel Debailly. Nous avons proposé différentes solutions, mais à croire qu'il avait à l'autre bout du fil quelqu'un qui n'entendait pas ce qu'on proposait. Donc c'est bien la preuve que nous souhaitions mettre en place ce salon du livre et que nous avons proposé d'autres solutions. La solution de repli étant la maison du combattant, ou bien reporter cet événement. Cet événement sera donc reporté comme je m'y suis engagée. Mais encore une fois, la mémoire comme l'histoire, elle appartient à tous. Et pas qu'à une petite partie de la population. Vous pouvez hocher de la tête, quoi qu'il en soit. C'est que la publication que vous avez faite était de la politique politicienne et en aucun cas considérer la mémoire comme nous la considérons. Je crois que nous le prouvons à travers différentes actions que nous conduisons dans la ville. Voici ce que je pouvais répondre. Oui, Madame Picard-Niles. Madame le maire, il y a une différence entre vous et moi, c'est qu'en amour, je pense, moi je préfère le respect que les coups bas. Chacun son choix. Sur la publication dont vous parlez, que j'ai relayée, qui a été faite par Remedium, qui est un écrivain connu, apprécié pour ce qu'il fait, qui a simplement dit, et je ne vois pas où est la diffamation, qui a simplement rappelé que vous,
et votre époux, Monsieur Lagarde. Monsieur Lagarde a été donc mis sous le coup, il a été jugé et qu'il y a eu une condamnation pour détournement de fonds. Il n'a pas fait de la diffamation, il a rappelé simplement ce qui a été statué, ce qui a été jugé. Voilà. Et sur la mémoire, mais la mémoire, c'est pour toutes les associations et nous sommes plusieurs associations de mémoire et d'anciens combattants et nous sommes toutes des associations d'anciennes. Et après, vous me parlez de Bobigny. Bobigny, pourquoi? Parlez-moi d'autres villes. Hein. Je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas que Bobigny et Drancy sur la Terre. Hein. Il y a beaucoup d'autres villes. Et puis après, quand vous êtes en train de faire des remarques concernant... mince, j'ai perdu le fil. Ah, ça m'a échappé. On arrêtera là. Je trouve que c'est mieux. Effectivement, nous n'avons pas la même conception du respect. Donc, je soumets aux voix cette délibération. Qui est pour? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. On passe donc à la délibération suivante. Il s'agit des avances sur les subventions de fonctionnement au titre de l'année 2024 à diverses associations. La parole est à Clémentine Macangila, adjointe en charge du quartier de l'économie et de la vie associative. Merci Madame le maire. Le montant annuel des subventions aux associations est traditionnellement fixé en même temps que le vote du budget primitif. Cependant, pour assurer la continuité de fonctionnement de certaines associations et notamment leur permettre d'assurer les charges de personnel, il est nécessaire de leur verser un acompte. C'est la raison pour laquelle il vous est proposé de leur verser une avance sur les subventions, qui tient compte des bilans d'activité des associations suivantes. Donc pour l'ASD, 61 000 €, pour la JAD, 80 000 €, pour le comité de jumelage, 7 500 €, pour le rugby club de Drancy, 45 000 €, pour Sciences ouvertes, 30 750 €, pour l'ASD JAD tennis, 21 500 €, pour le centre culturel Amazigh, 10 000 € et pour la magie des couleurs, 4 500 €. Compte tenu du montant d'avance de certaines associations, il vous est proposé d'autoriser Madame le maire à signer les conventions annexées à la présente délibération. Merci Clémentine. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Et pour le compte, ce sont les montants identiques aux montants de l'année précédente pour les associations qui ont des salariés. Je soumets donc aux voix en précisant que m'ont fait savoir qu'ils se déportaient du vote Madame Jessica Palacios, Madame Vera Guerrero, Monsieur Hamid Chabani, Madame Louisa Pilman, Madame Jacqueline Boutors et Monsieur Hassan Raoui. Qui est pour? Je vous remercie. La délibération suivante, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle. La parole est à Clémentine Macangila. Merci Madame le maire. L'association UNSCD Judo de Drancy est une association d'art martial japonais qui pratique le judo ainsi que les initiations au jujitsu. Les valeurs éducatives, humaines, physiques et mentales des professeurs en font une association d'exception implantée dans la Cité du Nord, dont la majorité des familles ont de faibles revenus. Afin d'aider les jeunes judokas à avoir confiance en eux, en leur avenir, le club a préparé un séjour au Japon pour le mois d'avril 2024. Le périple va durer 15 jours et concerne 18 jeunes qui sont âgés de 13 à 20 ans et qui pratiquent cet art martial. Les jeunes combattants se rendront au Kodokan, premier dojo créé par Jigoro Kano, le fondateur de la discipline. Les entraînements laisseront le temps aux jeunes voyageurs de découvrir également la culture du pays. Le dépaysement culturel et sportif promet donc d'être total pour ceux qui ont rarement voyagé hors de l'Europe. Pour ce voyage, l'association et les élèves y participant ont contribué activement à la collecte de fonds, en recherchant des sponsors, en vendant des calendriers, des gâteaux, en tenant des stands à la fête de la ville. Mais pour atteindre la somme de 67 950 €, qui est le coût total du voyage, l'association sollicite de la ville une aide financière de 5 000 €. Afin de permettre à l'association et à ces jeunes de concrétiser leur projet de voyage, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver le versement de cette subvention exceptionnelle.
Merci Clémentine. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, il n'y en a pas. C'est un projet qui a été longuement travaillé par cette association. Donc je soumets aux voix cette délibération. Qui est pour? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. La délibération suivante, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Langage de Femmes. La parole est à nouveau à Clémentine Macangila-Lebeau. Merci Madame le maire. L'association Langage de Femmes, qui a été fondée en 2017 à la suite du décès de Simone Veil, rassemble et fédère des femmes de tout horizon, de tous niveaux sociaux, de toute génération. La transmission des valeurs de la République et du bien vivre ensemble guide l'ensemble des actions de l'association. À cet effet, elle organise chaque année des événements comme des dîners-rencontres, des sorties culturelles et des débats, ainsi que des visites des lieux de mémoire avec des femmes jeunes et moins jeunes, adhérentes de l'association ou non. Temps fort de l'association, chaque année, un voyage à Auschwitz pour visiter le camp d'Auschwitz-Birkenau est organisé donc pour 180 femmes de tout horizon. Ce voyage a pour but de prendre conscience des conséquences dramatiques du racisme et de l'antisémitisme et de travailler à un meilleur vivre ensemble. Cette année, l'association a souhaité travailler ce projet en lien étroit avec l'EPT paritaire d'Envol et les villes qu'il compose. L'idée étant de faire bénéficier à 80 femmes du territoire de cette expérience. La ville de Drancy fera participer 20 femmes de plusieurs associations de la ville afin de mieux valoriser leur engagement. À travers la place des femmes dans les associations, ce partenariat avec l'association permettra d'aborder les différents aspects de l'engagement des femmes drancéennes au service de la cité. Ce voyage sera travaillé en amont avec les femmes volontaires. L'histoire à la fois nationale et européenne sera abordée et des visites du mémorial de la Shoah et du camp de Drancy sont prévues avant le départ du 4 février 2024. Une restitution sera organisée à l'issue afin que les participantes puissent livrer leurs ressentis. Ce voyage se fera en présence de Bérangère Couillard, qui est la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Donc, le coût du projet pour les 80 femmes du territoire est de 44 000 €, soit 550 € par participante. La préfète déléguée à l'égalité des chances a d'ores et déjà débloqué une enveloppe de 25 000 € pour financer ce projet. La ville de Drancy souhaite être partie prenante de ce projet et propose donc d'accorder une subvention exceptionnelle pour sa réalisation et pour permettre à 20 femmes de Drancy d'y participer en accordant une subvention d'un montant de 5 000 €. Merci Clémentine. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je soumets donc aux voix. Qui est pour? Je vous remercie. La délibération suivante, il s'agit de l'organisation de classes d'environnement, fixation de la participation financière des familles et approbation des mesures réglementaires applicables aux familles et bénéficiaires de classes d'environnement pour l'année scolaire 2023-2024. La parole est à Georges-Marie Léraud, adjointe en charge de l'éducation. Bonsoir Madame le maire, chers collègues, aussi bonsoir. Chaque année, la municipalité organise des classes d'environnement hors frontières et à thème destinées aux élèves scolarisés dans les écoles élémentaires. Cette année, les destinations ont été choisies selon les souhaits des enseignants après un sondage auprès des équipes éducatives. 13 classes du CP au CM2 sont donc inscrites aux classes d'environnement pour un total de 253 élèves et les départs sont prévus entre février et juin 2024. La ville aide les familles selon les ressources de ces dernières en prenant part au coût du séjour par une prise en charge communale variant de 60% à 95% et en appliquant un quotient familial afin de permettre à tous les enfants de participer aux classes d'environnement. L'objectif poursuivi à travers ces classes d'environnement est de donner du sens à l'apprentissage en favorisant le contact des enfants avec l'environnement naturel. Pour le séjour Italie en Toscane, le prix de revient est de 998 €. La participation des familles varie de 50 € à 399 €. Pour le séjour Art du Cirque, le prix de revient est de 415,24 €. La participation des familles varie de 21 € à 166 €.
Pour le séjour campagne nature à dominante ferme, le prix de revient est de 385,73 €. La participation des familles varie de 19 € à 154 €. Pour le séjour découverte de l'environnement à dominante milieu marin, le prix de revient est de 411,96 €. La participation des familles varie de 21 € à 165 €. Et enfin, pour le séjour campagne nature à dominante poney, le prix de revient est de 463,32 €. La participation des familles varie de 23 € à 185 €. Voilà, Madame le maire. Merci Georges-Marie. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je soumets donc aux voix cette délibération. Qui est pour? Je vous remercie. La délibération suivante, il s'agit de l'approbation de la convention relative au dispositif coup de pouce pour l'année 2023-2024 entre la commune et l'association Coup de pouce. La parole est à nouveau à Georges-Marie Hérault. L'éducation est pour la municipalité une priorité essentielle depuis toujours, et en particulier en ce qui concerne les qualités des chances à l'école. C'est pourquoi la ville s'est engagée dans ce dispositif depuis 20 ans et met en place chaque année le dispositif Club Coup de pouce dans les écoles maternelles et élémentaires non-REP et REP. Pour cette année scolaire, nous avons prévu 36 clubs clés, club lecture-écriture, ouverts auprès des élèves de CP dans les écoles élémentaires, accueillant 5 élèves et un animateur. 23 clubs CLEM, club lecture, écriture et mathématiques, pour les élèves de CE1 dans les 10 écoles élémentaires non REP, accueillant 6 élèves et un animateur. 27 clubs CLA, club langage, pour les grandes sections des 18 écoles maternelles, accueillant 6 élèves et un animateur. Il est précisé à l'Assemblée délibérante que les élèves bénéficiant de ce dispositif sont ceux repérés et ciblés par les enseignants, et il est entièrement gratuit pour les familles. Au vu de l'intérêt éducatif de ce projet que la commune soutient entièrement, il apparaît nécessaire d'encadrer le dispositif coup de pouce par la signature de la présente convention qui fixe les modalités d'intervention de l'association, les objectifs attendus et le versement d'une subvention à hauteur de 20 000 € au profit de l'association, et d'autoriser Madame le maire à la signer. Voilà, Madame le maire. Merci Georges-Marie. Des questions? Monsieur Bellouchin. Madame le maire, vous savez comment je suis sensible aux questions éducatives de notre commune. J'aurais aimé savoir s'il était possible de pouvoir disposer du rapport d'évaluation annuel, je suppose, qui est établi par le club Coup de pouce en lien avec les enseignants concernés, pour avoir un retour sur le travail qui est réalisé, à la fois du point de vue quantitatif, c'est-à-dire le nombre d'élèves que ça touche, et à la fois du point de vue qualitatif, c'est-à-dire sur le retour. Alors je crois pas savoir, je crois savoir qu'il n'y a pas nécessairement d'études qui ont été faites sur après les nombreuses années d'expérience que nous avons avec Coup de pouce, sur l'évolution, on va dire, des résultats scolaires, on va dire, apportés aux différents enfants. Mais en même temps que je dis ça, je mesure mes propos en disant bien qu'il n'y a pas que des résultats scolaires proprement dit, il y a aussi bien évidemment des résultats comportementaux, de socialisation, j'imagine, de travail ensemble avec les autres enfants qui font partie du dispositif. Bref, je serais tout à fait désireux de pouvoir disposer d'un bilan ou d'une évaluation quantitative et qualitative de ce dispositif qui maintenant est conduit depuis plusieurs années. Merci. Merci. Dispositif, effectivement, les coups de pouce que nous conduisons depuis de nombreuses années et dont nous sommes fiers. À l'époque, je crois, en 2003, quand nous avons mis en place les clubs coups de pouce clés, c'est-à-dire dans les classes de CP, pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Un certain nombre d'entre vous
dont vous n'étiez encore au point, se sont fermement opposés à la mise en place de ce dispositif. Différents noms qui me viennent en mémoire, sur lesquels je ne reviendrai pas, par respect, expliquaient même à qui voulait l'entendre que c'était marquer les enfants au fer rouge. Alors que si nous avons mis en place ces dispositifs coup de pouce, c'était bien pour détecter, accompagner les difficultés des enfants, et cela dès le plus jeune âge, dispositif donc totalement gratuit pour les familles, pour permettre de compenser tant qu'il est encore le temps plutôt, de compenser les difficultés d'un enfant afin qu'il n'arrive pas en 6e sans savoir lire. Ça s'appelle des actes, des preuves. Des preuves que nous sommes très attachés à l'éducation à Drancy. On a mis en place les clubs coup de pouce en 2003, les clubs coup de pouce clés, puis on a complété avec le dispositif des CLEM en CE1, à l'époque encore l'opposition de notre époque y était fermement opposée, et plus récemment, dernièrement, nous avons mis en place les clubs coup de pouce CLA, depuis que je suis maire, qui interviennent dans les grandes sections. Tout ceci pour vous dire, parce qu'il est important de comprendre comment le dispositif a évolué, tout ceci pour vous dire que l'efficience et l'efficacité du dispositif, elle n'est plus approuvée. À un tel point que nous sommes la ville la plus investie dans ce domaine, sur les clubs coup de pouce. L'effort budgétaire qui est consacré est de l'ordre de 450 000 € par an. Drancy, je vous le disais, est la première ville de France citée par l'Association nationale Club Coup de Pouce. Donc, c'est si vrai que, au moment où a été mis en place le dispositif 100% réussite et le dispositif donc de dédoublement des classes, à ce moment-là, forcément, on a retiré ce dispositif dans les écoles en REP. Eh bien, ce sont les enseignants, les parents d'élèves, les directeurs d'école qui nous ont demandé de remettre en place le dispositif dans les écoles REP. C'est ce que nous avons fait. On a maintenu les clubs CLA dans toutes les écoles et on a remis en place les clubs clés dans les écoles REP parce que c'était demandé, donc c'est bien la preuve de l'efficience et de l'efficacité du dispositif, demandé aussi bien par les parents d'élèves que par les directions d'école. Si vous voulez un bilan plus complet, donc de 2022-2023, pour les clubs CLEM, donc c'est-à-dire en C1, mathématiques, ce sont 25 clubs, 144 enfants, 2200 séances, 3300 heures consacrées aux enfants. Et un bilan a été établi, parce que vous voulez avoir un bilan, c'est-à-dire un ressenti concret de ce qui a été répondu. Parce qu'au fur et à mesure des années, nous avons amélioré le dispositif en incluant plus les familles, en leur permettant de suivre les enfants. Et donc, parmi les choses qui ont progressé aussi avec l'association Coup de Pouce, eh bien, il y a eu justement ces questionnaires qui ont été mis en place auprès des enfants. Donc, je parlais simplement des CLEM. Sur les CLEM, suite aux questionnaires répondus sur l'année précédente, 100% des parents pensent que le CLEM a aidé leurs enfants. 92 estiment que leur enfant aime davantage l'école. 85% disent que le club a changé leur façon d'accompagner la scolarité de leurs enfants. 96% des enfants sont contents de participer au club et 86% disent aimer aller à l'école. Ça, c'était pour les CLEM. Il a été fait la même étude, les mêmes questionnaires fournis aux familles, aux enseignants. Donc, je vous dis, les enseignants, le bilan et l'efficience n'est pas approuvé puisque ce sont eux-mêmes qui nous demandent de remettre en place là où on ne devrait plus financer les clubs. Pour les clubs clés, les sondages à peu près similaires, 98% des parents disent que le CLEM a beaucoup aidé leurs enfants, etc. Les enseignants sont interrogés aussi. Et même chose, je ne vais pas vous lire tout, mais j'ai tous les éléments.
chiffré du nombre de parents qui ont répondu, à savoir la totalité des parents ont répondu, y compris avec l'aide des enseignants pour certaines familles. Donc voici ce que je pouvais vous dire pour éclairer votre décision concernant cette délibération. Madame Hiro, oui. Je voudrais rajouter que la ville s'était substituée à l'éducation nationale quand les coups de pouce, clés et clem dans un premier temps ont été mis en place dans les écoles élémentaires, puis dernièrement dans les écoles maternelles. Mais je dirais que c'est un ensemble de choses, puisque vous savez que l'éducation nationale, dans les écoles REP, ont procédé au dédoublement des classes de CP et de CE1 et aussi dans les grandes sections de maternelle. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'actuellement, les établissements sont évalués nationalement. Cette année, nous avons 2 écoles qui sont évaluées, Césaire et Monet. Je me suis rendue dernièrement dans ces 2 écoles et le retour qui m'a été fait par les directions, parce qu'on n'a pas encore lu le rapport qu'on demandera sûrement à l'IEN, c'est que les inspecteurs avaient été très satisfaits de voir tout ce que la ville de Drancy mettait en place dans le cadre de la réussite des petits Drancéens. Et déjà, quand ils ont vu déjà les brumisateurs, ils ont dit que c'était la première école qu'ils voyaient ça. Quand on leur a parlé ensuite des ateliers artistiques, quand on leur a parlé ensuite des clubs coup de pouce que les clés éclat, c'était pareil. Donc, c'est vraiment un plus pour nos petits Drancéens. Alors, quant à l'évaluation, moi j'en parlerai parce qu'on rencontre les familles, parce que dans les clubs coup de pouce, il y a l'axe parentalité. Et quand nous rencontrons les parents nous disent « mon enfant était introverti ». Et les enseignants le disaient aussi. Et maintenant, les enfants en classe lèvent la main. Donc, je suis, enfin, pas moi personnellement, mais aussi bien les directions que les enseignants, trouvent que vraiment, avec ces clubs coup de pouce, que le petit Drancéen, ça l'aide énormément. Donc, nous faisons aussi en fin d'année une évaluation. Nous donnons des feuilles aux parents, aux animateurs qui ont encadré ces coups de pouce. Nous les avons. Et ensuite, avec Madame Zrif, qui est responsable des coups de pouce, nous examinons les réponses des animateurs et nous voyons voilà, quels sont les efforts, comment aménager, comment faire évoluer ces clubs coups de pouce. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Georges-Marie pour ces précisions. Monsieur Belouchin. Merci Madame le maire et merci Madame Hiro pour ce duo que vous venez de nous faire sur la question et le soutien que vous apportez à cette activité. Je crois m'être exprimé correctement en français. J'ai simplement demandé, mais on m'a fait la genèse de l'histoire de coup de pouce. Je n'étais pas effectivement, j'en conviens, il y a 20 ans à cette place pour demander la même chose, c'est-à-dire à quoi servirait ce fameux coup de pouce pour les enfants, pour nos enfants d'école de la République sur le territoire de la commune de Drancy. Moi, je n'y étais pas, donc ne me renvoyez pas. D'ailleurs, arrêtez de me renvoyer à ce qui s'est passé il y a 25 ans. J'étais pas là. C'est pas moi c'est vous qui étiez aux affaires. Et vous y êtes toujours, d'ailleurs. C'est à vous de rendre des comptes. Et d'ailleurs, je fais au passage, puisque vous m'y invitez, je vous rappelle que vous êtes invité effectivement à agir. Vous êtes non seulement invité, mais vous avez l'obligation d'agir. C'est vous qui êtes l'exécutif, c'est pas moi. Nous sommes représentants, effectivement, des habitants de Drancy, comme toutes les personnes qui sont autour et dans cette salle. Donc, arrêtez de nous dire, nous sommes dans l'action. Bien évidemment, si on était à votre place, on serait dans l'action. On n'est pas à votre place. C'est à vous de rendre des comptes. Moi, j'ai simplement, et je crois que je me suis exprimé correctement, j'ai été également élevé à l'école de la République, d'accord ? J'ai posé une question simple. Je souhaite obtenir le bilan et l'évaluation de ce dispositif pour l'année qui vient de s'écouler, puisque nous allons entamer une nouvelle convention que nous allons voter d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Hein ? Je veux juste le document.
Voilà. Vous nous avez donné des chiffres, j'ai pas eu le temps de prendre des notes. Je suis pas une secrétaire multilingue, et puis j'ai pas la rapidité. Voilà. Donc moi je souhaiterais que nous puissions disposer de cela. Et effectivement, il est intéressant que nous nous penchions à cela. Et je ne doute pas, vous y avez mis, Madame Liéraud, beaucoup de force et beaucoup de conviction dans vos propos, hein, à nous expliquer l'intérêt du dispositif. Moi, je ne nie pas l'intérêt du dispositif. Je ne l'ai jamais nié d'ailleurs. Vous pouvez en témoigner. Je veux juste le document. Donnez-nous les rapports qui sont faits. On ne donne pas 400 000 € d'aide comme ça, sans contrepartie, et d'avoir un bilan et une évaluation annuelle. Tiens, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tiens, concernant les rapports avec les aides et les subventions données aux organismes pour la réalisation d'actions d'intérêt local et communal. Je vous remercie. Bien. Bien. N'était ce point un tout petit peu de suffisance à travers vos propos. J'ai essayé d'expliquer en quoi il était évident, incontestable et incontesté que ce dispositif était efficient au travers des sondages qui ont été faits auprès des parents, des familles. C'est tellement important que, comme je vous le disais, les directions d'école et les parents d'élèves nous ont demandé de remettre en place ces dispositifs Mais vous savez, quand vous me parlez de 25 ans ou 20 ans en arrière, il n'est point besoin de retourner aussi loin. Je me souviens de 2017, au moment où les CLEM ont été mis en place. Non, vous n'étiez pas là, mais c'était il y a 5 ans. Et il y a 5 ans encore, un certain nombre de personnes dont vous prétendez porter les valeurs étaient aussi opposées à ce dispositif. Mais au-delà de ça, la ville de Drancy, donc il y a 216 autres villes qui sont engagées dans le dispositif, effectivement qui a évolué au fil du temps. Nous avons des bilans écrits qui reprennent les éléments que je vous ai dit de manière orale. Eh bien, on vous les enverra par mail, puisque voilà. Mais je n'ai pas détaillé. Madame Picard-Niles, vous avez le droit de parler, n'est-ce pas, et de vous exprimer. Je crois que Monsieur Belloucha s'est exprimé suffisamment longuement aussi. Mais vos gestes en séance, qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est pas du mépris? Vous êtes en face du maire de Drancy, des élus de Drancy, qui méritent autant de respect que n'importe qui d'autre, tout comme vous. Sauf que nous n'avons pas la même conception du respect. Donc votre geste, franchement, il était déplacé, tout comme la suffisance sous-entendue dans un certain nombre de vos propos. Je ne parle pas du reste et je ne reviens pas en arrière. Je soumets donc aux voix cette délibération portant sur les clubs coup de pouce qui est pour. C'est parfait, vous voyez, finalement, on arrive à vous convaincre. Délibération numéro 10, approbation de la convention territoriale globale à passer avec la CAF de Seine-Saint-Denis. La parole est à Yacine Mahmoudi. Merci Madame le maire, chers collègues. La Caisse nationale d'allocation familiale, dans sa convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 signée avec l'État, a décidé de modifier son accompagnement financier des collectivités et d'élargir le champ d'action de ses contrats de partenariat dans une logique plus globale. Cette volonté s'inscrit dans un nouveau dispositif contractuel, la Convention territoriale globale, CTG, convention cadre unique pour une durée de 4 ans. Cette convention doit se substituer au précédent contrat enfant-jeunesse, CEJ, arrivé à terme. La CTG reprend obligatoirement les thématiques du CEJ, que sont l'enfance, la petite enfance, la parentalité et la jeunesse. La commune a souhaité élargir ce socle de base à la thématique de l'animation de la vie sociale dès 2023 et à celle de l'accès aux droits à partir de 2024. Les services pourront ainsi procéder à plus de demandes de subventions, bonus, appels à projets, etc. Nous estimons ainsi, sur la durée de cette convention, l'augmentation des recettes perçues pour un total de 1 103 197 € et 62 centimes au lieu de 942 190 € et 59 centimes. Merci. Merci Yacine. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Madame Picard-Niles. Merci,
Monsieur Mahmoudi. Donc, je crois que vous n'étiez pas là au dernier conseil, mais j'ai posé la question justement de savoir, puisque nous avions des conventions à signer, et il était inclus dans les lignes, puisque je lis toutes les conventions, il était inclus que ça faisait partie obligatoirement d'une des annexes de la CTG qui devait être signée. Donc j'avais demandé, Madame le maire, à quel moment avons-nous signé cette convention CTG? Là, vous m'avez répondu, Madame Picard-Niles, il faut suivre, on l'a déjà voté il y a longtemps. Et là, elle arrive ce soir. Donc je tenais simplement à vous confirmer que je lis les dossiers et que je savais bien que nous ne l'avions pas signée et qu'elle arrive bien aujourd'hui. Et que je voulais quand même vous demander quand est-ce qu'elle sera signée matériellement, puisque nous l'approuvons ce soir. Donc quand sera-t-elle signée matériellement en binôme avec la CAF? Voilà, je vous remercie. Bien, vous voyez, on a parlé tout à l'heure du respect, eh bien, que j'ai pour chacun et chacune, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, quel que soit son rôle, élu ou non élu, respect. Et contrairement à d'autres, je sais aussi faire amende honorable et reconnaître devant tous lorsque je me suis trompée. Et donc, effectivement, Madame Picard-Niles, contrairement à ce que j'ai pu vous répondre trop rapidement lors du dernier conseil municipal, nous n'avions effectivement pas délibéré sur cette CTG, Convention territoriale globale. Mais je voulais aussi vous dire, et j'imagine que vous voudrez bien m'excuser, en réalité, ce nouveau cadre qui s'impose à tous, sauf le choix des thématiques optionnelles, choix que j'avais validé avec la direction générale, d'où la confusion que j'ai pu faire à ce moment-là. C'est-à-dire quelque chose qui était récent dans mon esprit, il me semblait qu'on l'avait voté, alors qu'en fait, il ne s'agissait que de la réunion que j'avais eue avec la direction générale. Voici ce que je pouvais vous dire sur l'erreur dans ma réponse l'autre jour, mais nous sommes d'accord sur ce point-là, vous avez exprimé. Donc, je soumets donc aux voix cette délibération qui est pour.